Et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Boutet, président de la société Vedia, spécialiste de la gestion de contenu. Dans un second temps, je recevrai Augustin Lecoq, gérant action, spécialiste des petites capitalisations. Les Pépites de la Côte, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Boutet, PDG de Vedia, société spécialisée dans un marché particulièrement dynamique, en l'occurrence la transformation digitale des entreprises et plus précisément la gestion de contenu. Bonjour Nicolas Boutet. Bonjour Sarah. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Vedia, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'activité du groupe ? Alors, je vais essayer d'être clair. Effectivement, une image vaut 1000 mots. Alors, ça ne vient pas de moi, hein, c'est de Confucius, donc ça date un peu. Mais aujourd'hui, nos prospects, nos clients, ce sont les équipes marketing et com, et ils gèrent énormément de contenu et de plus en plus de contenu visuel, de la photo, de la vidéo, de la 3D. Et gérer tout ce stock de contenu, c'est une problématique au quotidien, à la fois pour stocker, pour organiser et surtout pour diffuser dynamiquement tous ces contenus sur des sites web, sur des sites de e-commerce, sur des réseaux sociaux. Et notre métier, c'est un métier d'éditeur de logiciels. Les contenus, ce sont ceux de nos clients. Notre métier, à travers cette plateforme logicielle, c'est de les aider à gérer, organiser, diffuser et surtout mesurer l'efficacité de tous ces contenus sur les différents canaux digitaux qu'ils peuvent utiliser. Donc, voilà. Accompagnement dans la stratégie et la gestion de contenu. On imagine que vous avez des clients variés. Quel type d'entreprise aujourd'hui fait appel à vos services ? Alors aujourd'hui, on a près de 7000 clients dans 130 pays, tout secteur d'activité. Alors bien évidemment, un acteur plutôt B2C, grand public, avec des produits à vendre et notamment à vendre en ligne, va utiliser énormément de visuels. Mais c'est vrai aussi pour des acteurs plus industriels. Donc aujourd'hui, on a des clients comme Decathlon, comme Pierre Fabre ou Total en France, des clients comme Merck ou Bayer ou Volkswagen en Allemagne et des clients comme Estée Lauder ou Colgate ou Harley Davidson aux États-Unis. Et vous êtes désormais partenaire d'ailleurs de près de 40% des entreprises du CAC 40. Oui, tout à fait. 40% du CAC 40, 4 des plus grosses capitalisations allemandes. Donc c'est une certaine fierté. Mais encore une fois, c'est 7000 clients dans le monde. Donc il y en a d'autres un peu moins connus, mais dont on est tout aussi fiers. Alors de grands noms, en effet, en France et à l'international, vous nous l'avez dit. On va d'ailleurs y revenir au cours de cet entretien. Quelle est aujourd'hui l'activité la plus rentable chez vous ? Alors, je vais plutôt parler de l'activité la plus prometteuse. Aujourd'hui, effectivement, stocker, organiser des contenus, c'est une chose. Mais ce qui a énormément de sens pour nos clients, c'est d'être capable de les aider à identifier les contenus qui ont le plus d'efficacité, le plus d'impact, qui engagent leurs audiences. Et donc, tout ça, ça se fait avec de la statistique, des analytiques, de la data. Et donc, effectivement, être capable de diffuser ces contenus et surtout de mesurer l'efficacité, de restituer toute cette data à nos clients, de les conseiller sur voilà les contenus qui marchent, voilà les contenus qui fonctionnent moins bien. Tout ça a énormément de valeur et c'est là-dessus qu'on investit beaucoup ces dernières années. Donc activité logicielle et activité de service. Quoi, exactement, logiciel et conseil dans l'exploitation de toute cette data d'impact et d'efficacité du contenu. Alors vous avez acquis il y a quelques semaines tout juste la société Tripnity. Dans quelle mesure cette acquisition représente un levier de croissance pour votre groupe ? Alors d'abord, c'est une aventure passionnante parce que c'est une super équipe. Donc je dirais que c'est d'abord une aventure humaine avec une équipe qui a beaucoup de points communs et de valeurs communes avec celle de Vedia. Et ça nous tenait énormément à cœur. Enfin, c'était important dans le cadre d'ailleurs d'opérations de croissance externe. Après, en termes business, on est effectivement sur un acteur de ce qu'on appelle le social media management, donc cette capacité à diffuser sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, des contenus visuels, ça commence à résonner avec Vedia, et surtout de mesurer ou d'analyser, encore une fois, l'impact et l'efficacité de ces contenus sur les différents médias sociaux. Et là aussi, on se retrouve complètement avec Vedia, puisqu'on est bien dans la diffusion et la mesure d'efficacité des contenus, donc très forte complémentarité de métiers, potentiel de cross-selling entre nos différentes bases clients. Ça, c'est effectivement quelque chose de fondamental pour l'avenir. Et puis, encore une fois, une association d'équipes qui partagent un certain nombre de choses communes, et notamment de valeurs. Et c'est ça qui me tenait à cœur aussi dans ce type d'opération. Et alors, ce type d'opération, est-ce qu'il faut justement s'attendre à de nouvelles opérations de croissance externe à l'avenir chez Vedia ? Alors, s'attendre, ça ne se décrète pas, les opérations de croissance externe. Aujourd'hui, on étudie, on échange avec un certain nombre de cibles potentielles sur le marché. J'ai pas loin de 2 ou 3 calls par semaine avec, encore une fois, des cibles potentielles. Maintenant, ce sont des opérations qui prennent du temps. Le timing n'est pas forcément le bon, et pour le cédant et pour l'acquéreur, en l'occurrence Vedia. Donc voilà, il faut être patient.
pas s'imposer effectivement un calendrier, sinon on ferait peut-être n'importe quoi, mais en tout cas ce sont des sujets qui sont importants pour la croissance de Velia. Il y a beaucoup de complémentarité à associer à ce que nous faisons aujourd'hui, et donc on cherche. Pas de nom pour l'instant en tout cas, mais vous gardez en tête. Pas de nom pour l'instant, on cherche et on trouvera. Et cet objectif d'ailleurs de rejoindre le top 5 des acteurs du marché mondial? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 2024. Exactement. Aujourd'hui, on est. Alors, c'est pas nous qui le disons, hein, ce sont les analystes dans notre secteur, ils sont importants, analystes technologiques. Et aujourd'hui, on est effectivement entre le top 5, top 10 des acteurs mondiaux de notre secteur. Et on sent qu'on a les moyens, effectivement, de se retrouver dans le top 5 d'ici 2-3 ans. Vu la croissance, vu la proposition de valeur que peut faire Velia aujourd'hui à ses clients et à ses prospects. Nicolas Boutet, la quasi-totalité de votre chiffre d'affaires est réalisé en France. Vous êtes aussi implanté aux États-Unis et en Allemagne. Est-ce que d'autres marchés sont actuellement ciblés par Velia ? Alors, c'est plus tout à fait vrai, puisque en pro forma, on est plutôt sur 30% d'activité à l'international, dont 10%, plus de 10% sur le marché américain. Donc les choses ont un peu évolué récemment. Alors aujourd'hui, le groupe est d'abord européen et nord-américain. Et quand je dis européen, c'est plutôt France et Allemagne. Il y a bien évidemment d'autres terrains de jeu dans les pays nordiques, dans les pays d'Europe du Sud. Et je ne parle même pas de l'Asie, etc. Donc il y a encore pour nous effectivement un boulevard en termes de développement international, mais on a déjà de très belles bases sur les pays qu'on travaille et beaucoup de potentiel de développement sur ces pays-là d'abord. Et il y a le Royaume-Uni aussi. Et le Royaume-Uni avec une très belle signature très récemment, donc premier client sur le marché anglais, et on espère que ce sera le premier d'une longue liste. En tout cas, on va tout faire pour. Nicolas Boutet, on parle beaucoup, et ce depuis plusieurs mois déjà, d'inflation. C'est même devenu d'ailleurs la thématique numéro 1 sur les marchés. Dans quelle mesure votre activité est-elle impactée par cette hausse de prix historique? Et forcément, question sous-jacente, comment faites-vous pour préserver vos marges? Alors, impacté, oui, bien évidemment. Alors, nos activités de logiciels, c'est d'abord une activité humaine, hein, de ressources et d'équipes. Des équipes qui subissent l'inflation, et donc on ne peut pas ne pas faire quelque chose et ne pas essayer, enfin tout faire pour essayer de conserver leur pouvoir d'achat. Et donc c'est ce qu'on fait à travers des augmentations salariales, ça me paraît tout à fait légitime. Maintenant, comment on les répercute? C'est jamais simple, bien évidemment. Maintenant, il faut bien comprendre que dans nos métiers, une solution logicielle par utilisateur, par mois, on parle de quelques centaines d'euros. Dès lors qu'il y a un retour sur investissement, et souvent il peut être très rapide, augmenter de quelques euros ces coûts logiciels n'est pas un frein, en tout cas n'est pas bloquant vis-à-vis de nos clients. Donc on a des marges de manœuvre pour préserver nos marges. Donc il y a un besoin, donc forcément les clients sont prêts à encaisser. Jusqu'à un certain point, mais aujourd'hui, oui, c'est le cas. Alors vous le savez, les entreprises, tout autre sujet, en particulier dans la tech, sont forcément très regardées sur les questions de responsabilité sociale et environnementale. Finalement, on le sait, la performance aujourd'hui, par les analystes, la performance extra-financière est aussi, voire plus regardée que la performance financière. Quelles sont les mesures chez Velia que vous avez mis en place ? Alors oui, effectivement, ça fait des années qu'on se fait noter par des Covadis ou Gaia Research pour les sociétés cotées. Donc c'est quelque chose qui est important, mais au-delà de cet aspect notation, les sociétés du groupe sont dotées d'une raison d'être. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a forcément énormément communiqué, mais c'est quelque chose qui était très important en interne, d'essayer de voir comment, à notre niveau, on peut avoir un impact positif ou moins négatif, en tout cas, sur notre environnement, et notamment social et environnemental. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, et ça va rejoindre l'aspect métier, c'est qu'effectivement, quand on voit ce stock de contenu visuel que gèrent nos clients, dont la plupart ne servent pas forcément à grand-chose, mais on ne le sait pas, qui représentent des coûts de stockage, des coûts de serveur, des coûts de bande passante. Qui sont très regardés. Qui sont très regardés aujourd'hui et qui ont un impact négatif sur l'environnement. Je crois que c'est notre boulot et c'est notre devoir, effectivement, de faire en sorte, à travers cette data, à travers ce conseil, d'être capable de dire peut-être qu'on peut réduire un peu tout ça en se focalisant sur ce qui fonctionne vraiment et sur ce qui est indispensable à votre activité. On structure mieux, on va à l'essentiel. C'est le premier axe finalement d'impact qu'on peut avoir. C'est aussi de la sérénité pour nos clients et puis bien évidemment en interne un certain nombre de dispositifs qui nous tiennent à cœur parce que je trouve que dans un milieu un peu anxiogène, il faut aussi savoir accompagner ses équipes et faire en sorte que dans leur vie professionnelle, les choses se passent au mieux. Voilà. Il y a des actions concrètes peut-être qui sont mises en place? On a des actions concrètes en interne au niveau participation salariale, au niveau de l'intéressement, au niveau d'un certain nombre de sujets sociaux. On a également, je parlais de sobriété numérique,
voilà, des actions plus externes. C'est de la compensation, c'est pas suffisant, mais plutôt que d'offrir des bouteilles de vin à nos clients cette année, on a préféré planter des arbres à hauteur du stockage qu'ils avaient dans les solutions Vedia et à hauteur de l'impact écologique de tout ce contenu. Et en tout cas, avec vos clients, vous allez à l'essentiel, vous proposez finalement simplement les contenus nécessaires. Exactement, c'est du conseil, encore une fois, et de la data. Si on peut éviter de produire des trucs des contenus visuels qui ne servent à rien et qui vont être stockés, qui vont coûter cher et qui vont avoir un impact écologique, si on peut faire ça, encore une fois, ça ne sera pas fondamental, ça ne changera pas la face du monde, mais en tout cas, c'est notre devoir d'essayer d'avoir cet impact. D'autant qu'on demande des contenus de plus en plus pertinents aussi, forcément. Alors ça va dans un sens business, puisqu'effectivement, ce n'est pas la peine de pousser des contenus qui n'ont aucun impact sur leurs audiences. Donc mieux vaut se focaliser sur ce qui a de l'impact, et comme en plus ça permet d'en faire moins, tout ça se rejoint, et donc on est assez cohérent finalement entre les enjeux business et les enjeux sociétaux et environnementaux. L'informatique, du pratique, qui peuvent ensuite servir aux directions marketing et de communication. Très bien, on va terminer maintenant par votre aventure boursière. Je rappelle que vous êtes coté depuis juillet 2010, 12 ans donc presque déjà. Nicolas Boutet, votre cours de bourse perd 20% depuis le début de l'année. Quels commentaires faites-vous et surtout, quel message souhaitez-vous adresser à vos actionnaires ? Alors ça ne nous satisfait pas, bien évidemment, mais je crois que les marchés sont un peu compliqués, donc on ne va pas se plaindre outre mesure. Il est aligné avec... Oui. Après, effectivement, quand on regarde quelques ratios pro forma, aujourd'hui, la capitalisation de Vedia, c'est près d'une fois et demie, une fois et demie son chiffre d'affaires, 2 fois son chiffre d'affaires récurrent, et ça, c'est important dans les métiers du logiciel, du SaaS, cette logique de récurrence, de pérennité. Voilà, on est une société qui est profitable, même si on réinvestit nos profits dans du marketing, de la vente, du développement produit, parce que c'est important. Donc voilà, une société qui est frugale aussi, puisqu'on fait attention à ce qu'on fait. Et je crois qu'on l'a toujours montré dans le passé. Donc aujourd'hui, on est à la fois un acteur qui a une certaine pérennité, puisque ces revenus récurrents et cette profitabilité nous rend indépendants financièrement en tout cas, et des fondamentaux qui, au regard d'autres valeurs, ne sont pas traduits dans la capitalisation actuelle qui devrait être plus élevée. Donc finalement lié peut-être aussi à cette hausse des taux qui pénalise quand même globalement tout le secteur de la tech. Voilà. Merci Nicolas Boutet. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est l'heure de l'analyse dans les pépites de la cote. Bonjour Augustin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes gérant action chez Mandarine Gestion et spécialiste des petites capitalisations boursières. Augustin, le premier semestre s'achève et quel premier semestre, quel bilan peut-on tirer sur les petites capitalisations dans un contexte chahuté par la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et les craintes évidemment d'un ralentissement économique ? Oui, alors comme souvent dans les contextes un peu chahutés sur les marchés, les petites capitalisations amplifient la baisse. Et donc là, ça se voit depuis le début de l'année où les petites capitalisations donc sous-performent les grandes valeurs. Ça, c'est assez constant, on va dire. La bonne chose, c'est que dans les périodes de reprise, ça surperforme aussi. Donc c'est toujours garder cet horizon de long terme. Si on prend un constat de style, ça a été très fortement marqué par... un style croissance qui avait surperformé depuis 5 ans, ou 10 ans même, avec des baisses de taux, et qui du coup, depuis le début de l'année, lui s'est retourné. Et donc, il y a pas mal de sociétés qui ont été durement sanctionnées. Beaucoup de sociétés de croissance qui étaient un peu les pépites de ces dernières années ont perdu 50% depuis les points hauts. Donc, on retrouve des valorisations attractives sur certains de ces dossiers qui sont souvent des beaux dossiers, ou qui peuvent l'être. Les sociétés qui sont non rentables, qui avaient cartonné en 2021, début 2021, on s'en souvient, il y avait eu un peu une bulle spéculative sur toutes ces sociétés-là, un peu ce qu'on appelle concept stock, des sociétés qui vous promettent de la rentabilité potentiellement en 2025-2026. Ces sociétés-là aussi ont été durement sanctionnées, le sont toujours. Et il y a eu un retour un peu à la value, ce qu'on appelle, des sociétés qui ont plus des valeurs d'actifs, des sociétés qui se payent moins cher en termes de multiples de valorisation, et donc qui ont moins souffert que les autres et qui ont parfois eu des performances positives. Tirer leur épingle du jeu du contexte. C'est ça. Et puis si on se pèse sur un point de vue géographique, la France, qui avait été un mauvais élève dans les petites valeurs depuis 5 ans, a mieux résisté. Voilà, les marchés qui avaient le mieux performé, typiquement la Suède, qui était le marché le plus surperformant depuis 5 ans, est le marché qui, depuis le début de l'année, corrige le plus. Et donc, il y a une vraie remise à niveau sur ces niveaux-là. Donc, effectivement, pas mal de changements. On imagine que le contexte actuel bouscule aussi les méthodes ou la méthode des gérants. Comment faites-vous pour vous adapter et réagir face à cette volatilité ? Alors, ce qu'on fait dans ces périodes-là, c'est comme toujours, on essaie de rester fidèle à notre process. Donc, in fine, on ne va pas bousculer nos méthodes, etc. On reste fidèle à nos process. Ils ont été faits pour ça. Ils ont été faits pour des visions long terme où des phases de turbulence peuvent arriver, évidemment. Donc, on va rester fidèle à ça. L'idée, c'est de toujours garder une vision moyen-long terme sur nos sociétés
L'idée, c'est aussi que dans ces petites valeurs, on investit sur les sociétés où il y a un entrepreneur à la tête, ou une famille qui a souvent une vision très long terme, qui est souvent très investie dans sa société, qui en a vu d'autres. Et donc, ce n'est pas la première crise qu'ils voient. En général, elles sont plus petites, donc plus flexibles et plus réactives. Et donc, on se fie à ça et il faut juste s'attarder sur les sociétés si leur niche de croissance et si leurs vecteurs de croissance sont toujours aussi porteurs que ce qu'ils étaient. Donc gouvernance, business model et situation aussi de l'entreprise par rapport à son secteur. C'est ça, c'est marchés finaux. L'inflation menace fortement les marges des grandes entreprises, on en parle fréquemment. Comment les petites capitalisations, et donc pour la plupart des PME, peuvent-elles résister à ce choc, Augustin? Alors déjà, si on prend un peu de recul, les sociétés, elles arrivent pour la plupart de marges qui étaient sur des niveaux historiquement élevés ces dernières années, on a vu ça. Donc oui, il peut y avoir de la pression. Ce qu'on a vu sur les premiers trimestres, donc les publications qui viennent d'être réalisées, les publications étaient toujours plutôt bonnes. Évidemment que s'il y a de l'inflation et l'impact peut arriver et donc va arriver a priori sur le deuxième trimestre, donc les publications qui vont arriver au courant de l'été. Et donc elles vont sûrement être impactées sur les prochains trimestres. Ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui augmentent leurs prix, elles le font quasiment toutes évidemment, ont souvent un impact, un lag, un retard dans l'augmentation des prix par rapport à l'inflation et donc souvent ont un impact à court terme sur les marges. Mais il y a pas mal de sociétés qui répercutent quasiment exclusivement. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, la beauté de ces petites valeurs, c'est que souvent vous avez des acteurs de niche qui peuvent être leaders sur leur niche et donc qui ont un pricing power qui reste important et qui ont la capacité à répercuter ça. Et donc sur une vision long terme, évidemment qu'il peut y avoir des petites turbulences. Mais on ne peut pas se passer d'elles finalement, donc forcément il n'y aura aucun problème à répercuter le prix sur les clients. C'est ça. Enfin, l'inflation plutôt sur elles ont beau être petites pour la bourse, parfois elles sont très grosses dans leur marché ou elles sont leaders, donc elles ont cette capacité. Et alors dans ce contexte, quels sont les secteurs à privilégier ? Alors, comme vous le savez, moi, j'essaye de ne pas avoir de biais sectoriel, de ne pas avoir de vision sectorielle. J'essaye toujours de m'attarder sur les sociétés dans chaque secteur. Et donc, je peux plutôt vous citer des exemples de sociétés dans différents secteurs qui peuvent être attractives. Et alors, justement, des exemples de ces sociétés, alors ? Oui, alors si on part, on va essayer d'avoir un spectre assez large. Si on part dans la finance, typiquement, une société comme ABC Arbitrage, qui est une société, je vais vous citer que des sociétés entrepreneuriales ou familiales, avec toujours cette vision moyen-long terme. ABC Arbitrage, ça fait une dizaine d'années, ils n'ont jamais publié des résultats négatifs, ça a toujours été positif. C'est une société qui profite de la volatilité sur les marchés. Typiquement, ils ont des stratégies d'arbitrage et plus la volatilité est élevée, plus leurs résultats peuvent être conséquents. Quand on voit des banques centrales qui se retirent des marchés et qui n'ont plus à lutter contre les mouvements de marché et la volatilité, mais plutôt contre l'inflation, on voit que la volatilité revient. Pour eux, c'est un terrain de jeu qui devient plus favorable. Et donc, c'est une société qui a une politique de dividendes assez généreuse, qui est, de mon point de vue, un bon fonds de portefeuille, qui est plutôt résilient dans ces phases de marché volatiles. Donc, elle se positionne bien. OK, alors peut-être un autre exemple Oui, alors si on prend d'un secteur qui a pas tellement le vent en poupe depuis le début de l'année, typiquement la technologie ou les services informatiques. Ce qui est lié forcément à la hausse des taux d'intérêt. C'est ça, qui peuvent souffrir par rapport à leur valorisation. Typiquement, une société comme Sword, elle a profité de ça parce qu'elle a réussi à céder des activités à des très bons tarifs, à des très bons multiples de valorisation. Elle a réussi à distribuer des dividendes exceptionnels à ses actionnaires assez généreux. Elle continue cette méthode précisément. Il y a de la croissance organique qui continue et ils sont toujours agiles pour acheter des activités, les faire grossir, les revendre à très bons tarifs. Sword, quel est son secteur d'activité ? Donc sur les logiciels. Sur les logiciels, oui. Ouais, okay. Typiquement. Et donc ça, c'est un secteur qui n'a pas tellement le vent en poupe depuis le début de l'année, mais qui reste très attractif sur le moyen long terme. À rester effectivement attractif. D'autres entreprises Oui, c'est ça. Si on part sur les médias, typiquement une société comme Reward Media, qui est une société qui a racheté pas mal de petits journaux, Le Chasseur Français, etc., Marie-Claire ou autre, qui peut être très connu pour certains de ses publications, qui prend des magazines qui étaient parfois non rentables, qui les digitalise, qui vraiment bénéficie de cette audience digitale pour la monétiser, qui vient d'annoncer qu'elle a racheté des actifs à TF1, typiquement Marmiton, qui peut être un vrai actif, et donc qui continue sa croissance, qui fête ses 10 ans en ce moment, et qui se paye évidemment pas très cher, qui est souvent décrié un petit peu en bourse, et qui pourtant continue sa croissance organique et avec une extérieure. stratégie effectivement de récupérer des magazines de niche, de les digitaliser et d'en faire effectivement des leaders dans des secteurs comme la cuisine ou la presse féminine. Oui, c'est ça. Et puis typiquement, si on part sur un autre secteur, les jeux vidéo, qui ont été un secteur qui ont cartonné en 2020, qui ont un retour de tendance en 2021. Les jeux vidéo, ils vont a priori profiter largement de toute cette pénurie de puces qu'on a pu voir ces dernières années. Et donc,
Ces pénuries de puces, elles ont retardé la sortie des consoles qu'on attend tous. Et donc ces consoles, elles vont sortir et maintenant les pénuries se détendent un petit peu. Les consoles vont sortir a priori pour la fin d'année, pour les années suivantes. Oui. Et donc tout cela, ça devrait s'accompagner de sorties de jeux vidéo. Et donc typiquement un studio comme Nacon et sa holding Big Ben, qui sont toutes les deux côtés, devrait profiter de ça avec une structure de studio et pas mal de jeux qui vont sortir dans les prochaines années. Donc ça amène un vrai relais de croissance. Et donc on peut parler de cycle macroéconomique, etc. Mais là, on a vraiment des tendances structurelles et des tendances de société assez simples. Donc finalement, on peut être à contre-courant. Voilà, on a une hausse des taux qui normalement pénalise la tech. Et puis on se rend compte qu'on arrive au sein des micro-capitalisations à trouver des valeurs intéressantes. C'est ça. Et puis, si je dois finir avec une société dans l'industrie, elle peut avoir des petites perturbations en ce moment. Liées à la gestion des stocks, liées à toutes les problématiques qu'on a post-Covid et aussi liées à l'inflation. C'est ça. Et si j'enchaîne sur le Covid, c'est une société qui a très bien performé pendant le Covid parce qu'ils ont été très, très flexibles. Et donc, c'est Chargeur. C'est une des plus vieilles sociétés de la cote. Elle date, je crois, de 1872, quelque chose comme ça. Donc, c'est une très vieille société qui a été remodelée par un entrepreneur. Et donc, il y a vraiment une nouvelle vie. Et donc, son activité et son cœur de modèle, c'est vraiment d'être leader sur certaines niches, typiquement la protection de surface, d'être sur des textiles très haut de gamme, etc. Donc, d'être vraiment avec un bon pricing power sur différentes activités. Des activités qui ne sont pas tellement cycliques pour la plupart, et contracycliques, et qui est une société qui a prouvé sa forte flexibilité pendant le Covid, en acheminant typiquement des masques de protection, etc. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu ce volet-là, cette diversification. Et donc, qui a vraiment un management qui est flexible, qui a prouvé sa résilience, qui est actuellement pas mal sanctionné en bourse et qui, a priori, a de très belles perspectives sur le moyen terme. De belles perspectives sur le moyen terme de rebond et puis potentiellement aussi à court terme. Merci encore, Augustin, pour cet état des lieux des petites capitalisations. Merci. Cet épisode des Pépites de la Cote est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.